17 mars 1982, l'ancien international français Jean-Pierre Adams, 34 ans, arrive à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon pour une banale opération du genou. Après avoir été installé dans le bloc opératoire, il s'apprête à recevoir une anesthésie avec la certitude que ses douloureux genoux seront derrière lui d'ici quelques heures. Il ne le sait pas encore, mais cette anesthésie qu'il est sur le point de recevoir changera son destin à jamais. Car une série d'erreurs additionnée à un contexte particulier en ce mercredi 17 mars plongera le joueur dans un profond coma. Il n'en sortira jamais. Pendant 39 ans, son corps restera figé, victime de la négligence d'un établissement hospitalier. Voici l'histoire d'un enfant né en terre sénégalaise, auteur d'une ascension extraordinaire, passant en peu de temps de l'amateurisme à l'équipe de France avant qu'une erreur médicale ne le fasse retomber dans l'oubli médiatique. Ce récit est aussi l'histoire de l'amour d'une femme qui s'est battue pendant près de 4 décennies afin de préserver la dignité de son mari. Voici l'histoire de Jean-Pierre Adams. Jean-Pierre Adams naît le 10 mars 1948 à Dakar au Sénégal. À 10 ans, il quitte sa région natale avec sa grand-mère pour rejoindre la métropole afin de bénéficier de l'éducation scolaire française comme ce fut le cas pour elle. Il est peu de temps après adopté dans une famille d'accueil à Montargis. C'est dans le Loiret qu'il se passionne très vite pour le football et manifeste rapidement des aptitudes intéressantes comme son athlétisme, sa force dans les duels aériens et une intelligence de jeu précoce. Mais Jean-Pierre n'est pas un joyau aux dons innés. Il travaille dur, forge son corps et s'impose par la sueur plus que par le talent pur. Débutant sa carrière en tant qu'attaquant à l'USM Montargis, il rejoint l'Entente Bagno-Fontainebleau en 1967 qui évolue alors dans le 3e échelon français. Vice-champion de France amateur en 68 et 69, le club parvient finalement à monter en 2e division à l'issue de la saison 70. Il rejoint alors Nîmes Olympique qui évolue en 1re division, repéré par Kader Firoud, le coach des Crocos qui le replace en défense. Là-bas, il devient rapidement un roc défensif, costaud, courageux, respecté. Avec lui, le club termine à une encourageante 4e place en 71 et la saison suivante reste dans les mémoires. Le club termine vice-champion de France derrière l'OM de Skoblar. Adams est un pilier de cette réussite, il dispute les 38 matchs de cette saison-là et impressionne les observateurs. L'enfant de Dakar s'est fait un nom dans l'Hexagone. Ses performances lui ouvrent alors les portes de l'équipe de France et il dispute en juin 72 ses premières sélections en bleu. Le public français découvre un défenseur souriant et charismatique. Il forme avec Marius Trésor une solide charnière que l'on surnomme la Garde Noire. Son positionnement, sa lecture du jeu et sa sérénité lui permettront de s'imposer en sélection cette année 72 et ce jusqu'en 1976. Il portera le maillot tricolore à 22 reprises. Beckenbauer dira même en 1974 que l'arrière-garde française est la meilleure d'Europe. Après un exercice 72-73 plus compliqué, les Nîmois terminant à la 7e place, il rejoint l'OGC Nice. Là encore, il devient incontournable, le public niçois l'adore. Sa régularité, son engagement et son humilité forcent le respect. Il participe notamment à la victoire, entrée dans la légende 3-0 en Coupe UEFA face au Barça, sous les yeux de Johan Cruyff, où il tient tête à l'attaque catalane, en particulier dans les duels aériens. Cette saison, le parcours européen des Aiglons s'arrêtera en 8e de finale et ils boucleront leur championnat en 5e position. Malgré son positionnement dans l'axe de la défense, il plante tout de même 9 pions en Ligue 1. Il jouera 3 saisons de plus pour les Aiglons, avec des hauts et des bas. Une 2e place en 76 derrière le finaliste de la Ligue des Champions Saint-Etienne, une 7e place en 77. Mais la fin de son parcours niçois est gâchée par les blessures qui impacteront son niveau et lui feront perdre sa place en équipe de France. Il signe pour 2 ans à l'été 77 au PSG, alors jeune club en quête de reconnaissance. Adams, venu notamment pour encadrer une jeune équipe, joue 43 matchs durant ces 2 saisons sous le maillot parisien, marquant 2 buts dans la capitale. Mais avec l'âge, les blessures, il doit se résoudre à descendre dans les divisions inférieures. Après une pige à Mulhouse, il rejoint Chalon en 1980, évoluant en 3e division. Désormais en fin de carrière, Jean-Pierre vient surtout pour transmettre son expérience. Il devient alors entraîneur-joueur, organise les séances, motive les troupes et commence à apprendre les bases du métier d'entraîneur. Il profite également de sa retraite pour vivre tranquillement avec ses enfants, Frédéric et Laurent, ainsi que sa femme Bernadette avec qui il est propriétaire d'un magasin de sport. Il entraîne également l'équipe de jeunes de son fils Laurent et durant un de ses entraînements, il se blesse au genou. Une blessure mineure qui plus tard aura des conséquences dramatiques. Ils seront donc à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon où il doit passer une radio. Là-bas, il rencontre l'un des médecins de l'Olympique lyonnais qui décide de le prendre en charge. Le rendez-vous pour l'opération est fixé. Elle aura lieu le 17 mars dans la matinée.
On est le jour de l'intervention. Jean-Pierre se prépare pour se rendre à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Il discute avec Bernadette et lui dit « Tout va bien, je suis en pleine forme. L'opération est prévue pour 11h, n'oublie pas de venir avec des béquilles. » Il ne le sait pas encore, mais c'est la dernière conversation qu'il aura avec sa femme. Car ce jour-là, rien ne va se passer comme prévu. Le personnel médical est en grève, l'équipe est réduite. L'anesthésiste est une remplaçante peu expérimentée, seulement assistée d'un interne encore en formation ayant redoublé son année. Ce manque d'organisation fait que l'anesthésiste qui s'occupe de Jean-Pierre doit également prendre en charge 7 autres patients en même temps dans 2 chambres séparées. Dans de telles conditions, l'opération aurait dû être normalement repoussée, mais malgré la situation, personne n'en prend la responsabilité. Durant l'opération, une erreur d'intubation se produit. L'un des tubes censés ventiler bloque le passage d'oxygène vers ses poumons. Privé d'oxygène, il fait un arrêt cardiaque. Le personnel hospitalier parvient à faire repartir le cœur bien des minutes après, mais Jean-Pierre est déjà entré dans le coma. Le cerveau ayant été privé d'oxygène pendant trop de temps, les lésions cérébrales sont catastrophiques. L'international français est entré dans un coma végétatif profond et les perspectives de guérison sont faibles. Lorsque sa femme Bernadette arrive à l'hôpital, elle le retrouve inconscient dans son lit, son corps plein de tubes. Espérant toujours son réveil, elle refuse de quitter l'hôpital durant les 5 jours qui suivent, mais Jean-Pierre ne se réveille pas. 2 mois plus tard, il est transféré dans un hôpital loin des siens où son état s'aggrave petit à petit. Il perd 10 kilos le mois qui suit, ne respire que sous assistance et est nourri grâce à un tube. Son épouse Bernadette, souhaitant l'avoir près d'elle, le fait transférer dans un hôpital proche de la famille. Le traitement dans cet hôpital y est particulièrement médiocre, ce qui empire encore l'état de Jean-Pierre, déjà compliqué. Et à la suite d'une lettre du gouvernement lui informant qu'il ne prendra plus en charge le traitement du footballeur, elle décide de ramener Jean-Pierre à la maison en juin 83. Elle transforme alors leur maison en lieu de soins. Chaque jour, elle s'occupe de lui, refusant la fatalité. Elle s'endette, se bat pour obtenir des aides et devient malgré elle le visage d'une cause silencieuse, celle des familles victimes d'erreurs médicales. La Fédération française de football n'offre aucun soutien durable, les clubs restent discrets, le scandale est vite étouffé. Bernadette se retrouve seule, avec 2 enfants et un mari dans le coma. Elle devient son infirmière, sa mémoire, son pilier. Plus tard, en 1994, un procès a lieu. Les 2 praticiens sont reconnus coupables de négligence grave. Cependant, ils écopent seulement de peines symboliques, à savoir 1 mois de prison avec sursis et une amende de 750 francs, l'équivalent aujourd'hui d'environ 115 €. Pour la famille Adams, le choc est terrible. Dans les années qui suivent, Bernadette Adams est l'unique rempart contre l'oubli. Elle vit avec son mari à la maison sans jamais le placer en institution. Chaque jour, elle lui parle, l'habille, le soigne, refusant de croire qu'il est absent. Elle lui met la radio, l'installe près d'elle afin de suivre des matchs à ses côtés. Pendant 39 ans, elle lui voue une fidélité hors du commun. Les années passent et dans le monde du football, les noms se succèdent, les carrières défilent, les drames aussi. Mais pendant ce temps, Jean-Pierre reste lui allongé, immobile, oublié. Dans une chambre près de la maison familiale à Kessargues, près de Nîmes, le temps semble s'être arrêté. Dans les années 90, la presse commence timidement à parler du destin tragique de Jean-Pierre, non pas pour ses exploits passés sur les pelouses de l'Hexagone, mais pour le procès qui, comme évoqué, a rendu son verdict en 1994 avec des condamnations très légères. Les journaux titrent alors sur une erreur médicale, mais rarement sur l'homme, sur le mari, sur le père, sur le footballeur. La médiatisation reste discrète, très discrète même, ni la fédération ni les grands clubs ne prennent véritablement la parole. Jean-Pierre Adams n'est plus qu'un nom dans un dossier médical, un visage flou du passé. Durant toutes ces années, une seule voix continue de s'élever, celle de Bernadette. Elle accorde des interviews, raconte leur quotidien, toujours avec une grande dignité. Elle dit tout, les soins, les douleurs, les silences, et continue à entretenir la mémoire de son homme enfermé dans le coma. Dans les années 2000, les médias reprennent un peu le flambeau, pas encore en pleine lumière, mais assez pour raviver des souvenirs. Des articles paraissent ici et là, France Football, L'équipe, Midi Libre. Les hommages ponctuels reviennent. On parle de lui dans des dossiers sur les erreurs médicales, on évoque son cas à la télévision, parfois brièvement dans des émissions sportives ou de société, mais toujours, l'histoire reste marginale. Et puis au fil du temps, quelque chose change. Le Variété Club de France organise des rencontres en son honneur. Des terrains sont rebaptisés à son nom, à Corquilleroy, puis à Chalon-sur-Saône. Les journalistes commencent à creuser, à comprendre, à raconter. Mais ce n'est qu'à l'orée des années 2010 que Jean-Pierre revient vraiment dans les mémoires collectives, avec l'émergence des documentaires, podcasts, articles en ligne et plus globalement des réseaux sociaux. Son histoire bouleverse enfin un public plus large. Et l'histoire de Jean-Pierre devient celle d'un combat silencieux, d'une fidélité rare, d'un oubli national.
Hospitalisé au CHU de Nîmes à la fin de l'été 2021 pour une infection pulmonaire, Jean-Pierre Adams y rend son dernier souffle le 6 septembre à l'âge de 73 ans. Il aura passé 39 ans allongé, incapable de bouger ni de parler. Son décès fait le tour du monde. Des dizaines de médias internationaux lui rendent hommage. Des minutes de silence sont observées dans les stades de l'Hexagone et les réseaux sociaux se remplissent de messages de gratitude, de tristesse, de respect. Le PSG, l'OGC Nice, Nîmes honorent leur ancien guerrier. La Fédération française de football réagit publiquement. Le président Noël Le Graët salue la mémoire d'un homme courageux. Mais au-delà de l'émotion, c'est toute une réflexion qui s'ouvre sur la mémoire des sportifs oubliés, sur la prise en charge des victimes d'erreurs médicales et sur la solitude des aidants. Depuis sa mort, plusieurs projets ont vu le jour, notamment un stade rebaptisé à son nom à Nîmes et des campagnes de sensibilisation sur les risques médicaux. Son décès a surtout conduit à une prise de conscience accrue de la sécurité des patients et de l'encadrement de la pratique de l'anesthésie. Jean-Pierre Adams est aujourd'hui un symbole, celui d'un sport qui doit se souvenir, celui d'un homme qui n'a jamais cessé d'exister dans le cœur de ceux qui l'ont aimé, et d'un combat discret mené dans l'ombre par une femme admirable et deux fils devenus adultes dans un silence imposé. Voilà, c'était l'histoire de Jean-Pierre Adams, un homme passé de l'amateurisme à l'élite du football hexagonal en quelques années, avant qu'un centre hospitalier brise son destin et celui de sa famille un jour de mars 82. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement et même éventuellement vous abonner pour d'autres histoires autour du football. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.